Bonsoir et bienvenue dans 7 jours. La droite unie pour élire le président du Congrès, Thierry Santa, a bénéficié de toutes les voix non indépendantistes au second tour de l'élection. Du coup, une majorité absolue, 29 voix sur 54. En face de cette majorité, Rocco Amitan, candidat indépendantiste sur qui se sont portées toutes les voix du FLNKS. Désormais, dans chaque camp et en dépit de quelques tiraillements qui subsistent, on observe que les blocs se sont de nouveau reconstitués. Autre actu, la baisse des loyers sur la zone VKP, une situation temporaire, affirment les professionnels de l'immobilier qui imputent cette situation à la fermeture de la base vie de l'usine de KNS. Invité de notre émission ce soir, Patrice Jean, directeur scientifique de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, et Anne Pitoisé, journaliste et correspondante du quotidien économique Les Échos. Son élection était annoncée. Thierry Santa est le nouveau président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Son élection à la majorité absolue signe du coup l'union de la droite au sein de l'institution et ce, malgré quelques tiraillements. Le compte-rendu de cette séance qui s'était tenue jeudi avec Charlotte Riche et José Solia. Sourire de façade ou vraie convivialité, l'élection n'a pas encore commencé. Mais elle consacrera, chacun le sait, un nouveau président. Un siège potentiellement éjectable chaque année, une variable d'ajustement au gré des fluctuations politiques. Au nom du groupe des Républicains, je présente la candidature de Thierry Santa. Sonia Baquès qui annonce le candidat loyaliste, un des signes de l'explosion de l'UCF, dégât collatéral de l'entente entre Calédonie Ensemble et les Républicains. Gaël Gano, président sortant, ne se présente finalement pas. Les indépendantistes unis ont choisi Rocco Amitan. Premier tour de scrutin, l'UCF vote blanc, Thierry Santa n'obtient qu'une majorité relative. Deuxième tour de scrutin, le résultat n'est plus le même. À la majorité absolue qui est de 28 voix, M. Santa est proclamé élu président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Finalement, pas besoin de troisième tour. Gaël Gano et les siens ont voté pour Thierry Santa. L'ex-rassemblement FPU reprend la tête d'une institution après son éviction du gouvernement. Thierry Santa annonce son ambition. L'égalité entre nous n'est pas forcément synonyme d'échange, de partage, de mise en commun de ce que nous sommes. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour accueillir et accepter les différences de toutes les communautés qui composent le kaléidoscope calédonien. Le socle de cette démarche sera très certainement la définition de la citoyenneté calédonienne. Et le nouveau patron du Congrès se veut aussi pragmatique. Il appelle un autre président, celui du gouvernement. Cher Philippe, cet apaisement que nous sentons tous aujourd'hui doit absolument se retrouver au sein de l'instance collégiale que tu présides. Le comité des signataires extraordinaires marquerait le début d'une nouvelle entente. Beaucoup le disent, quelques-uns y croient et d'autres encore en doutent. Anne Pitoisé, Patrice Jean, bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous les deux de venir commenter l'actu sur 7 jours. L'union, on observe donc l'union entre les Républicains et Calédonie Ensemble, et ce après une guerre d'usure qui a quand même duré pas mal de temps et qui s'est prolongée cette année encore par une crise de gouvernement. Patrice Jean, est-ce que cette union est-elle appelée à durer ? Écoutez, mieux que le CGS en tout cas. Je crois que pour connaître l'avenir de cette union, il faut peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il me semble que parmi les raisons de cette union, il y a le fait que, en ce qui concerne donc les loyalistes, à Paris, depuis que l'UMP est devenu les Républicains, il est certain que Nicolas Sarkozy, dont on connaît la force de conviction, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est souvent convaincant, on pense qu'il y a un pilote dans l'avion. Et donc, du point de vue des loyalistes, on leur a dit, vous courez à la catastrophe. C'est probablement aussi un peu ce qui s'est passé de la part du pouvoir socialiste vis-à-vis des indépendantistes. Donc, on serre un peu les boulons avant les grandes échéances.
Donc il est possible que ça dure, mais là, effectivement, la personnalité de Thierry Santa, et puis, disons, les faits sont têtus, les arguments, les idées qu'il développera, qu'ils développeront, ça va jouer. Donc on ne peut pas faire des prévisions durables. En tout cas, Gaël Liano pense que ça n'est pas durable. Mais on peut laisser à Thierry Santa le bénéfice du doute et puis une sorte d'état de grâce qui me paraît tout à fait à même de justifier. Il avait dit qu'il n'a pas occupé jusque-là des fonctions très importantes. Voilà, donc actuellement, il me semble qu'on pourrait penser qu'il y a une possibilité que ça dure plus que quelques jours ou même quelques semaines. D'ailleurs, on voyait aussi le sourire de Rocco Mitan qui disait « mais il y a beaucoup d'espoir dans ce discours ». Thierry Santa, en dehors de sa présence physique, ça compte aussi, notamment avec la télévision, mais a fait un discours qui me paraît objectivement assez net, clair et qui peut montrer que le consensus est peut-être plus important que les chicaneries inutiles. Anne Pitoisé, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faire tenir cette union ? Je pense qu'il y a un facteur, c'est que Thierry Santa, de fait, c'est quelqu'un qui est jeune dans les responsabilités aussi hautes. C'est une personnalité qui semble assez consensuelle, ou tout du moins encline à avoir à l'accord. Et aussi, je pense que maintenant, l'époque, elle est vraiment cruciale. Il n'y a plus beaucoup de temps avant la fin de l'accord de Nouméa. Il y a des échéances économiques qui sont quand même assez importantes. Donc je pense que tout le monde a intérêt à s'entendre et à faire durer finalement la stabilité politique. Les blocs se sont de nouveau reconstitués, une respiration dans la vie politique locale ? Une respiration ou l'inverse, le mot bloc déjà peut être considéré comme négatif. Peut-être pourrait-on souhaiter plus de diversité, mais d'un autre côté, la diversité, on peut dire qu'on l'a eu avec ses effets très discutables ou négatifs. Donc le fait d'avoir ces deux blocs, alors qu'il y a au fond deux chemins, nous allons arriver à la croisée des chemins, il y en a deux principaux, il y en a peut-être un intermédiaire, mais il est assez sain en démocratie qu'il y ait deux blocs. Ça rappelle un petit peu le Parlement britannique. Il y a un système électoral différent, mais il y a les deux blocs. Si certains des téléspectateurs ont déjà vu les images du Parlement britannique, eh bien, il y a d'un côté la majorité, d'un côté l'opposition. C'est pas un camembert, c'est pas un hémicycle. Donc au fond, deux blocs, c'est pas péjoratif, c'est même assez sain, et c'est peut-être plus simple pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de la politique. Anne, faire union, vous parlez tout à l'heure des enjeux économiques, faire union, mais sur quel dossier ? Il y a quand même des profondes divergences entre Calédonie Ensemble et le FPU, enfin l'ex-FPU devenu républicain. Il y a des profondes divergences sur la doctrine Nickel, la stratégie Nickel par exemple. Les républicains sont contre par exemple la prise de participation de la Calédonie à hauteur de 51% au capital de la SCL. Il y a quand même des divergences qui existent. Non, il y a des divergences profondes, mais il y a un moment où il va falloir s'entendre, notamment sur la fiscalité. Je pense qu'il va falloir arriver à un accord de façon à renflouer les caisses. Je veux dire, il y a des... Et puis sur le nickel, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Je veux dire, faut voir ce qu'il en sera. Je veux dire, sur les 51% de la SLN, c'est pas joué. Donc je pense qu'on annonce, on se positionne, et puis après, on arrivera, peut-être pas sur la SLN, mais au moins sur la fiscalité et sur les sujets économiques à un accord, oui. Sur le sujet économique, vous pensez que là, il peut y avoir des convergences de points de vue, Patrice Jean, entre la Calédonie Ensemble et les Républicains ? Alors, c'est vrai, mais ça, c'est une règle générale. C'est vrai qu'entre les programmes électoraux, les promesses, et puis ensuite la réalité, il y a souvent de grandes différences parce que les troupes sont là, que les troupes elles pensent à leur réélection. Regardez un petit peu ce que, à l'époque où Nicolas Sarkozy a été élu, ensuite il n'a pas pu faire tout ce qu'il souhaitait, s'il le souhaitait. Et puis actuellement, la loi Macron, on peut dire qu'à gauche de la gauche, il y en a qui ne sont pas très satisfaits. Donc les choses peuvent évoluer. Au fond, maintenant, quand même, les échéances arrivent. Il reste 2 ans pour préparer le référendum. Et donc, je pense que les troupes vont vérifier leur équipement et vont se dire que c'est peut-être pas le moment de demander si on peut avoir un repas de plus le matin, si vous voulez. Donc, les deux armées
pacifiques se mettent en marche et il est possible que ça dure. L'inverse est possible aussi. Alors je rappelle que le FPI et l'UCF faisaient hier un tir groupé contre Calédonie Ensemble. Et ça, c'était pendant la conférence de presse du 13 avril de cette année, à propos du discours de politique générale de Philippe Germain. Un tir groupé contre, je cite, l'axe Calédonie Ensemble, Palika et Daniel Goa. C'est cet axe-là, je rappelle, qui a permis l'élection de Philippe Germain. Du coup, s'il faut être raccord avec les non-indépendantistes, il faut que les non-indépendantistes soient raccord avec ce qui s'est passé au Congrès. Est-ce que cet axe-là au gouvernement doit-il encore exister? Écoutez, au fond, on se rend compte, et là j'ai remarqué ce qu'a dit Thierry Santa, on se rend compte que finalement, la base du pouvoir, c'est quand même le législatif, c'est-à-dire le Congrès. Il y a quelques années, je disais à l'occasion d'une conférence que le Congrès était la première institution de Nouvelle-Calédonie. Certains avaient été surpris. Mais ça, c'est évident, sauf que le gouvernement a les administrations, il a la connaissance des dossiers plus techniques. Le Congrès, ce sont des gens qui représentent la population, qui ne sont pas forcément techniques. Mais là, Thierry Santa a dit que, par exemple, le Congrès, débattre, d'abord en commission, d'abord en groupe de travail, et ensuite en séance plénière, du comité des signataires d'octobre, qui va être celui qui va s'occuper de choses importantes aussi, notamment sur le système électoral. Donc le gouvernement, lui, au fond, va peut-être ne pas donner le spectacle de la division, parce qu'au fond, au Congrès, dont le gouvernement émane, ce que Thierry Santa a rappelé aimablement hier, donc au fond, les choses peuvent s'arranger. Il y a le législatif, l'exécutif exécute. Je simplifie un peu trop. Rapidement, tous les deux, je vais vous demander votre commentaire. En même temps que cette élection est adoptée à l'Assemblée nationale, à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la modification de la loi organique sur la consultation de la sortie de l'accord de Nouméa, votre commentaire, Anne? C'est positif, hein. Il n'y en a pas d'autre. Oui, tout à fait. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Pour le corps électoral figé en 2007, il n'y avait pas tout à fait l'unanimité. Là, il y a eu la quasi-unanimité, moins une voix au Sénat, unanimité absolue, 577 voix. Donc, c'est l'unanimité absolue par définition. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Ça veut dire que Paris, que ce soit la gauche ou la droite, et la gauche et la droite, sont d'accord si en Calédonie, les uns et les autres se mettent d'accord. Nous avons en Calédonie une liberté extraordinaire, celle d'arriver à faire modifier par Paris tout texte, y compris la Constitution. C'est pas toujours qu'on révise la Constitution. Paris est prêt pratiquement à tout pour que les gens ici s'entendent, alors qu'en fait, ça aurait pu être différent. L'histoire aurait pu être différente. Paris aurait pu souhaiter, pour garder un confetti d'empire, comme disent certains, aurait pu souhaiter avantager les loyalistes, ce qu'il fait peut-être parfois, ou avantager les indépendantistes. Et là, ils essayent chacun, on l'a vu avec Valls, on l'a vu avec Sarkozy et d'autres, ils essayent chacun d'être le plus objectif possible. C'est extraordinaire, c'est pas fréquent. Merci Patrice. Nous arrivons maintenant au second sujet de 7 jours et nous allons nous diriger à la province Nord, plus exactement dans la zone VKP qui connaît depuis quelques mois une baisse des prix dans l'immobilier. Pour les spécialistes du secteur, la fermeture de la base vie ainsi que les difficultés liées à l'usine de KNS y sont pour beaucoup de choses. Le reportage de David Sigal. Ronan Pouliquer payait pour ce F4 un loyer mensuel de 225 000 francs. En effet, à son installation, il y a 8 mois, peu de locations étaient disponibles. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter pour loger sa femme et ses 2 enfants. Les difficultés récentes de l'usine du Nord ont abouti au renvoi de plusieurs dizaines d'expatriés, ce qui a changé la donne. On a vu différentes villas qui se libéraient dans le lotissement. Donc de ce fait, nous avons échangé avec différents locataires et avons sollicité le propriétaire pour avoir une baisse de loyer, compte tenu que les autres annonces faisaient état de loyers moindres que le nôtre. Ronan obtient 25 000 francs de rabais, soit une baisse de 10%. Quelques maisons plus loin dans ce lotissement de Bellevue, cet agent immobilier fait visiter un autre F4. Le loyer de cette maison, annoncé à 230 000 francs, vient de chuter de 40 000 francs. Cette baisse est due au fait qu'il y a eu plus de logements qui sont arrivés sur le marché, soit des logements qui sont arrivés par le fait que des personnes sont parties, ou parce qu'il y a des logements qui ont été construits et qui ont été mis sur le marché en location. Le marché va se stabiliser, donc comme je vous ai expliqué par rapport aux baisses entre 10 et 20%, mais le marché ne va pas s'effondrer. Car la pression reste forte. La fermeture de la base vie de l'usine du Nord a mis de nouveaux clients sur le marché. Cette chef de service cherche une maison pour 6 employés.
Le marché n'est pas facile, soit c'est très cher de toute façon, et soit il n'y a pas suffisamment de logements adaptés au personnel que nous avons. Ce sont surtout des petits salaires, donc les gens ne peuvent pas se payer eux-mêmes des logements, et ça pose un problème au niveau de l'organisation de l'entreprise. Les prix restent donc élevés, et les projets comme l'hôpital ou le nouveau collège entraîneront l'installation de nouvelles familles sur Connay et Pointe-Boute. Cette accalmie sur les loyers n'est peut-être que temporaire. Anne Pitoisé, vous connaissez bien la zone VKP. Malgré les ennuis que connaît Glencore, les professionnels de l'immobilier ont-ils raison d'être optimistes ? Oui, je pense que à quoi on assiste actuellement, c'est à l'éclatement d'une bulle. Je veux dire, les loyers étaient trop élevés. Les propriétaires ont surfé sur la vague, finalement, KNS qui acceptait à peu près n'importe quel niveau de loyer. Donc maintenant, on en revient à un marché un peu plus sain. Les quelques contacts que j'ai avec AP me disent tous que ce qui est positif, c'est que les investissements se poursuivent, qu'il y a des promotions qui sont en cours et qu'il y a beaucoup de dossiers de défiscalisation qui sont déposés. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance encore dans l'usine, il y a l'éclatement d'une bulle locative et c'est plutôt une bonne chose. Patrice Géraud, pour quelles raisons, selon vous, sitôt qu'on en a parlé de la fermeture de la base vie et là de la baisse des loyers, on associe tout de suite l'image d'un développement économique en difficulté. Parce que, si vous voulez, on craint évidemment que les problèmes techniques, principalement de l'usine, avec le four numéro 1 qui est arrêté, on craint qu'évidemment ça n'arrive pas à se réparer facilement, ou que ça coûte très cher ou trop cher. Donc évidemment, on souhaite que peu à peu l'usine puisse reprendre une activité à plein, ou en tout cas une activité tout à fait normale. Et le marché immobilier, ça dépend de ça, c'est l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande. Il est bien évident que si demain on rayait un trait de plume, Dieu ne plaise, l'usine du Nord, il est bien évident qu'à ce moment-là, l'immobilier serait bouleversé. Il n'en est pas question, bien entendu. Mais ça va dépendre de quel type de personnel aura-t-on besoin. Des personnels qui gagnent 800 000 francs par mois ou qui en gagnent 200 000, ça change les choses. Selon que c'est surtout des villas qui sont sur le marché, auquel cas ça sera pour les cadres, probablement, vu les prix, ou alors on loge plusieurs personnels dedans. Donc ça va dépendre de ça. Et il faut qu'effectivement, communes, provinces ou Calédonie éventuellement, essaye d'anticiper pour savoir de quoi on aura besoin, quels seront les personnels qui auront besoin d'être logés, et essayer d'adapter les investissements, la construction, la location en fonction. Alors, vous disiez tout à l'heure, les agents immobiliers sont optimistes. Quand l'agent immobilier est optimiste, ça peut vouloir dire qu'il y a des investissements, ça c'est bien. Ça peut vouloir dire aussi que les prix montent. Donc là, le locataire est peut-être moins bien placé. Mais donc, il y a un optimisme pour certains et un pessimisme pour d'autres. Mais bon, il faut anticiper, me semble-t-il. C'est facile à dire. Anne, où en est aujourd'hui l'usine dans les réparations du four numéro 1 ? Écoutez, ça fait un certain temps que j'y suis pas allée. Je pense que les études pour la réparation du four sont en cours. Je veux dire, ce qui serait intéressant d'entendre maintenant, c'est Yvan Glasenberg, qui pour l'instant n'a encore rien dit. Je pense que les réparations vont avoir lieu. On n'a pas encore le montant des réparations. Je pense qu'il y a des décisions capitalistiques à ce niveau-là. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est que les experts sont en train de tourner partout dans le monde entier pour essayer de voir quels sont les meilleurs systèmes, comment est-ce qu'on peut réparer et avoir après la technologie, enfin tout du moins les fours les plus adaptés. Est-ce que le climat d'incertitude, ou plutôt l'inquiétude qui est un petit peu exprimée, qu'on entend formulée par les gens du BTP par exemple, ou les sous-traitants, est-ce qu'elle est avérée ? Moi, j'ai pas tellement entendu d'inquiétude, j'ai plutôt entendu de la confiance, et presque il y a quelques personnes qui m'ont dit, écoutez, on est presque soulagés, ça va nous donner le temps de souffler. On a eu l'impression qu'ils étaient tellement pressés, que tout allait tellement vite, que finalement d'avoir une pause comme ça donnait à chacun le temps de souffler. Et on a d'ailleurs entendu personne n'a tellement protesté contre Glencore ou se plaindre. C'est comme finalement quand Goro s'est arrêté, je veux dire, ils sont arrêtés quand même presque 22 mois exactement. Je veux dire, personne n'a vraiment manifesté. Au contraire, il y a eu une manifestation de soutien. Donc là, j'ai l'impression qu'on garde confiance, qu'on va souffler, on va essayer peut-être de remettre justement le marché immobilier en route, les sous-traitants, que tout le monde, ça peut être une pause quelque part bénéfique, mais qui coûtera cher à l'investisseur. Oui, puis la fermeture de l'usine, enfin la fermeture, pardon, de la base vie était quand même
C'était anticipé, je veux dire, préparé, les anticipé. démobilisations, tout ça c'est préparé, c'est anticipé. Il y aura évidemment, de toute façon, la phase de construction elle est terminée, on n'aura plus besoin d'autant d'ouvriers, c'est évident. Donc ça peut finalement être une pause salutaire qui replace les choses sur des bases un peu plus saines, passer l'euphorie qu'on a vue ces dernières années. Une pause salutaire selon vous, Patrice Jean? Oh oui, je pense aussi, je ne suis pas spécialiste, Anne Pitoisé elle l'est, mais c'est vrai aussi qu'une bulle immobilière explose d'autant plus fort qu'elle a été gonflée plus vite, si je peux dire. Donc là, je pense que digérer cette évolution, ça peut être au contraire une manière de consolider, le chemin à suivre. Ça peut être positif. Je crois qu'effectivement, il ne devrait pas y avoir d'effondrement, bien entendu. Donc un rythme de croisière, ça me paraît au fond une bonne chose. L'important, c'est que l'usine arrive à régler ses problèmes, bien entendu, parce que c'est de ça que dépend le marché immobilier et puis la prospérité, notamment de la province Nord. Et de la Nouvelle-Calédonie. Et de la Nouvelle-Calédonie, bien entendu. Nous arrivons maintenant, merci Patrice, merci Anne, nous arrivons maintenant à la page revue de presse qui est présentée ce soir par Dave Foyer-Onasson. Bonjour Dave. Bonjour Thérèse, bonsoir. Et bienvenue parmi nous. Dans votre revue de presse de ce soir, une fumée blanche s'est échappée boulevard Vauban. Thérèse, c'est officiel, Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magni. Habemus Papam. Fratelli e sorelle carissimi. C'était ce jeudi, une fumée blanche s'est échappée à Nouméa, boulevard Vauban. Après conclave, c'est finalement Thierry Santa qui a été élu par ses pairs au perchoir du Congrès. Une annonce faite urbi et torbi par la presse et sur les réseaux sociaux. Thierry Santa, président, et Francis Ribois, premier vice-président. Merci Calédonie Ensemble. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime, moi non plus. Santa oublie de rendre hommage à son prédécesseur, Gaël Yano, contrairement aux usages. Bref, avec 8 vice-présidents, il est temps maintenant de se mettre au boulot. La Calédonie va mal, cherté de la vie, inégalité sociale. Bref, les Calédoniens sont peut-être verts de colère. Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson. Voilà Thérèse. Merci Dave. Patrice Jean, le fait que Thierry Santa ait oublié un petit peu de rendre hommage à son prédécesseur. Écoutez, c'est inhabituel. Donc, je pense que Galliano n'a pas dû apprécier. Bon, c'est vrai que au sein de l'ex-rassemblement, le départ de Galliano et de quelques autres a été mal vécu. Donc, c'est un bon. Si ça en reste à ça, ce qui va compter, c'est l'avenir et les décisions qui seront prises. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission et je demande à chacun de nous donner l'actu qui a marqué votre attention cette semaine. Anne? Moi, c'est tout ce qui se passe en Grèce, pas seulement pour le côté économique, c'est aussi pour toutes les questions que cela pose, finalement de la démocratie. Ces Grecs auxquels on demande de voter, qui votent contre un programme et après qu'on leur impose. Ça pose aussi tout le problème finalement du pouvoir des banques sur les populations. Donc ça pose énormément de questions philosophiques et je trouve que c'est passionnant. Patrice? Moi, c'est une photo que j'avais vue en première page des nouvelles il y a quelques jours. C'était celle de mademoiselle Céléphène, une jeune fille qui fait son service civique en Calédonie et qui a été invitée parmi d'autres, à Paris pour le défilé. Donc, elle était très fière. Et ça me donne l'occasion de dire que ce service civique, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet aux jeunes de s'investir, d'avoir un petit salaire, etc. Et surtout, ça pose la question du service civique ou civil qui aurait un certain aspect d'obligation, comme ça a été mentionné dans le discours de politique générale de Cynthia Lijard, comme ça a été dit d'une autre manière dans le discours de politique générale de Philippe Germain. C'est-à-dire, s'il y a une obligation, ce que souhaitait le Sénat coutumier il y a quelques années, pour les Kanaks en tout cas, s'il y a une obligation, ça change la donne. Pour la cohésion sociale, ça serait formidable. C'est compliqué, il faut une loi nationale. Je ne sais pas si tout le monde est prêt à aller jusque-là, parce que c'est un travail
à mettre en place. Ça me paraît très important. Si on arrivait à ça, Paris nous admirerait de le faire et nous soutiendrait, parce qu'on en aurait besoin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne, sur le C'est service? peut-être pas une mauvaise idée quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui regrettent le service militaire. Hein. Il y en a beaucoup qui disent le service militaire, quand même, ça nous permettait de sortir, ça nous permettait de voir ailleurs. Oui, pourquoi pas. Et là, ça serait sans armes. Pour ma part, merci. Pour ma part, ce sont les liaisons aériennes qui ont repris entre les îles Loyauté, une desserte assurée depuis lundi par la compagnie Air Loyauté. Il aura fallu 5 années de discussions et d'études pour mener à bien ce projet. Voilà, fin de 7 jours. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à nos 2 invités, Anne Pitoisé et Patrice Jean, d'être venus commenter l'actualité sur 7 jours. Et merci également à Deborah Ounasson pour sa chronique. Bonne soirée à tous et bonne continuation sur Nouvelle-Calédonie Première. Au revoir et à bientôt. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.